toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session des webinaires Jimdo sur la plateforme de Webikeo. Donc, je m'appelle Justine. Bonjour Patrick. Je m'appelle Justine, je travaille chez Jimdo depuis maintenant quelques années et je suis responsable du pôle éducation. Donc, mon rôle consiste un petit peu à aider les utilisateurs à réussir leur présence en ligne. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jimdo, on est une solution. En fait, on propose un outil de création de site qui permet à tout à chacun de réaliser son site vitrine blog ou e-boutique seul, sans connaissance informatique. Donc voilà, même les néophytes, il n'y a pas forcément besoin de connaître. Donc c'est vrai que si les outils comme Jimdo ont rendu la création de sites très facile, c'est pas pour autant que l'on est webmaster. Voilà, même si c'est un peu plus intuitif, eh bien, il y a quand même une petite logique derrière. La concurrence sur Internet est de plus en plus importante. Et c'est vrai qu'il y a un besoin aujourd'hui vraiment de comprendre ses visiteurs, de savoir un petit peu pouvoir anticiper leurs attentes pour mieux répondre et voilà, pour sortir son épingle du jeu et améliorer constamment les performances de son site. Donc pour cet exposé aujourd'hui, pour ce webinaire qui va durer à peu près 30 minutes, voilà, j'ai réfléchi à 3 grandes parties. Lorsqu'on crée, qu'on réalise son site internet seul, il y a vraiment 3 choses à garder en tête, 3 piliers qui sont pour moi penser à l'utilisateur, donc l'expérience utilisateur, comment il va naviguer sur votre site. Pensez également au référencement, puisque c'est ça qui va être important après, comment les gens vont pouvoir vous retrouver sur Internet. Et puis enfin, ne pas penser que son site est isolé. Il y a aussi des actions qu'on peut mettre en place pour l'aider en fait à avoir une certaine renommée. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérémy, qui fait aussi partie de l'équipe France et qui est qui est avec vous là sur la fenêtre de chat. C'est vrai que pendant le webinaire, je n'ai pas forcément l'œil sur vos questions, mais j'essaierai bien entendu de le retrouver en fin de webinaire. Et si possible, ce que j'aime bien, si on peut partager 2-3 sites à la fin et regarder concrètement les conseils que j'ai donnés, les points qu'on a vus, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant aussi. Donc je le répète, la présentation, celle que je donne aujourd'hui, elle est disponible en téléchargement gratuitement là en dessous des slides. Le webinaire pourra également être revu pendant 7 jours grâce à Webikeo, donc directement sur la plateforme. Et puis ensuite, vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de Jimdo France. Donc voilà, c'est parti. Alors juste une petite slide avant de rentrer dans les trois grands thèmes qu'on va voir aujourd'hui, les préalables. Puisque c'est vrai que comme n'importe quel projet, lorsqu'on démarre son site internet, eh bien, il faut préparer un petit peu minutieusement le terrain. C'est-à-dire que, comme un petit peu une étude de marché que vous auriez fait pour votre entreprise, il faut également faire cette petite étude pour son site internet. Donc sans vouloir crûment copier le contenu des concurrents, c'est quand même intéressant de faire une petite veille concurrentielle et de regarder un petit peu les sites internet des gens qui proposent les mêmes services que vous. Pourquoi? Puisque c'est vraiment comme ça que vous allez voir, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais fait différemment? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Et puis, éventuellement, quel service fort le concurrent n'a pas et que moi, je vais pouvoir mettre en avant sur mon site et vraiment faire la différence. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on prépare un petit peu son projet internet, c'est la collecte des éléments. Qui dit le droit d'avoir un site, dit aussi les devoirs. Et donc, il y a par exemple vos mentions légales ou vos conditions d'utilisation, des choses que vous pouvez préparer en amont qui vont aider, soulager la création de site en tant que telle. Également la charte graphique, puisque comment votre communication hors ligne va être cohérente avec votre communication sur Internet, donc c'est-à-dire vos couleurs, votre logo. Est-ce que votre charte graphique, elle va rendre aussi bien sur l'écran que sur le papier? Donc ça, c'est important et c'est déjà des choses que vous pouvez faire en amont. Les images aussi, si vous avez une e-boutique, les e-commerçants, préparez un petit peu vos images, vos descriptions de produits, donc vraiment faire un petit dossier avec tous ces éléments-là. Quitte, on va le voir, à faire une sélection après, mais c'est des choses qui peuvent vraiment être facilitées. Et puis enfin, le troisième point qui est aussi le nom de domaine. Comment vous allez choisir votre nom de domaine et qu'est-ce qui va faire un petit peu la force de votre nom sur Internet. Est-ce que vous allez choisir quelque chose de local, comme le .be si vous êtes en Belgique, le .fr si vous êtes français, ou alors est-ce que vous avez une vocation internationale avec le .com? Pareil, est-ce que vous allez mettre votre nom d'entreprise directement dans l'URL ou plutôt le secteur d'activité? Je dis un exemple, si vous êtes coiffeur par exemple, est-ce que vous allez mettre, je ne sais pas moi, venuscoiffure.fr qui est le nom du coiffeur, ou alors est-ce que vous allez plutôt choisir salon de coiffure-Rouen
.fr. Voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut réfléchir avant. C'est vrai que le nom de domaine, une fois que vous l'achetez et que vous allez faire votre communication sur Internet avec ce nom-là, ça va être compliqué d'en changer après. Donc, il y a des petites choses à réfléchir avant. Si c'est une thématique qui vous intéresse, on pourrait y passer l'heure. Il y a plein de choses à dire dessus. Donc, on a décidé de refaire un webinaire en janvier, le 20 janvier, qui sera consacré aussi au nom de domaine. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire-là. Pour ce qui est des mentions légales, ici, c'est pareil, c'est un thème qui parfois peut aider, surtout en amont quand on prépare son projet. Et donc, si vous téléchargez la présentation, il y a un lien derrière qui ramène vers un dossier juridique qu'on n'a pas le temps de voir maintenant, mais qui peut être aussi tout à fait intéressant. Donc, voilà pour les préalables. Donc, une fois qu'on a réfléchi un petit peu à son projet et qu'on a collecté ces éléments, on va vraiment pouvoir réfléchir à la construction, l'organisation de son site, la partie la plus intéressante. Et pour moi, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment se mettre à la place de son visiteur. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas son site pour soi-même, c'est sûr. On fait vraiment le site pour le visiteur, l'internaute. Et donc, il est vraiment bon de se poser la question, qui est mon visiteur? Quelle va être l'audience, en fait, de ce site-là? Donc, si on peut réfléchir déjà, effectivement, est-ce que ça va être une cible plutôt féminine, plutôt jeune? Est-ce qu'on va s'adresser à des plus âgés, etc., pour éventuellement voir le contenu et le ton, comment on va s'adresser à cette cible? Ça a véritablement aussi une fonction dans la construction, puisque l'audience, elle peut être de 3 types souvent. Les prospects, c'est-à-dire les clients que vous voulez avoir. Pourquoi vous faites un site internet? Est-ce que c'est pour augmenter votre base d'abonnés et c'est vraiment pour toucher des nouveaux clients qui ne vous connaissent pas? Est-ce que c'est plutôt une vocation pour avoir des visiteurs réguliers? C'est-à-dire que votre site va vraiment être un petit peu le vecteur, le canal de communication entre vous et vos clients, et donc vous allez alimenter sans arrêt et vous allez vraiment les tenir informés via votre site? Ou alors est-ce que c'est un mélange des deux? On a des exemples concrets avec des sites Jimdo. Donc, j'ai mis le lien puisque là, c'est un peu petit et voilà, le but n'est pas vraiment de lire ce qu'il y a dessus, mais plutôt d'expliquer voilà, les commentaires. Par exemple, Doscoto, c'est une agence graphique, un freelanceur. Et donc, lui, typiquement, son rôle, ça va vraiment être de toucher des nouveaux visiteurs. Ça va être un petit peu sa carte de visite en ligne. Donc, il va vraiment présenter son entreprise, etc. Et puis, une fois qu'il aura convaincu les clients de faire affaire avec lui, les gens auront les contacts directs de ce graphiste, de cette agence de communication. Et donc, s'ils font un premier projet avec lui et qu'ils vont être contents, bon, 6 mois après, ils vont avoir les contacts directs. Ils le contacteront directement. À l'inverse, on a un deuxième site ici, le site Jimdo qui s'appelle parismydream.com. Là, typiquement, ce site-là, il a vraiment pour but d'être alimenté au fur et à mesure et de tenir au courant des événements. C'est un site parisien qui rassemble tout ce qu'il y a à faire sur Paris. Et donc, les visiteurs sont habitués à aller régulièrement sur ce site-là, voir ce qu'il y a à faire ce week-end, dans quel type dans quel type d'événements, etc. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant de dire qui se cache derrière le site. Au contraire, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qui va être mis en avant. Et là, on voit que tout va tourner autour des nouveautés et des événements, et que c'est vraiment si on cherche dans le site qu'on va trouver un petit peu quel est le projet derrière. Et enfin, le troisième type, qui va être, comme je vous l'expliquais, le mix des deux. On a l'exemple de cette association qui s'appelle le Cercle Royal Horticole La Huppe, qui est en fait une communauté d'amateurs de jardins. Et là, pour le coup, c'est vraiment un site qui a construit ces pages pour viser vraiment les deux cibles. C'est-à-dire que l'on soit quelqu'un qui ne connaisse pas du tout l'association, on en a entendu parler, on veut aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière, on va avoir directement une porte d'entrée et les pages tournées vers qu'est-ce que l'association, comment on peut s'inscrire, comment les contacter, etc. Et à l'inverse, si on est déjà membre, eh bien c'est pareil, il va y avoir tout un chemin bien construit pour être tenu au courant des activités, qu'est-ce qu'il y a à faire, éventuellement revoir les photos des derniers événements, etc. Donc c'est vraiment deux actions qui sont tout à fait, deux portes d'entrée qui sont possibles. Et c'est aussi à réfléchir pour après aider l'utilisateur à trouver directement ce dont il a besoin. Si vous n'êtes pas vraiment sûr au début de votre trafic, est-ce que vous voulez toucher des nouveaux visiteurs et au final, vous n'avez que des visiteurs réguliers qui reviennent, vous avez la possibilité de mesurer ça très bien. Et ça, c'est l'un des premiers bons réflexes à avoir sur son site internet lorsque l'on crée, et particulièrement lorsqu'on crée son site seul, c'est de se créer un compte Google Analytics. Pourquoi? Puisque c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'avoir une manne d'informations très importante pour affiner un petit peu après la construction et votre discours.
Là, on voit que sur cette page-là, on peut voir le nombre de visiteurs qui reviennent régulièrement, le nombre de nouveaux visiteurs. Donc évidemment, vous aurez toujours un peu des 2. Mais c'est bien de se dire que si vous voulez vraiment toucher des nouvelles personnes et que vous vous rendez compte que ce ne sont que des gens qui reviennent, il y a peut-être aussi, quelque chose à changer. Donc, c'est pareil, je vous ai mis un lien direct, vers Google Analytics. On avait fait un petit tutoriel pas à pas, comment créer, se connecter à son site et surtout analyser les premières données. Je vous invite à lire ce dossier-là qui est vraiment intéressant, que tout le monde peut faire et vous allez vraiment y prendre goût et c'est super intéressant de voir comment après ça se passe, sur son site internet. Pour les utilisateurs Jimdo, vous avez, directement en fait dans les paramètres, un onglet statistique. Et en fait, c'est la version simplifiée de Google Analytics. On a vraiment aspiré les données les plus simples pour les traduire du mieux possible et pour aider justement les novices à améliorer un petit peu son site internet. Donc voilà. Une fois qu'on a l'audience, qu'on a réfléchi un petit peu à ces sites à ces visiteurs réguliers ou pas, on va vraiment pouvoir réfléchir en fait aux actions principales. Donc, un conseil lorsqu'on est novice, c'est de ne pas essayer de mettre en avant énormément d'actions, mais se limiter à 3 actions. Faciliter la tâche à vos visiteurs, ne leur donnez pas tant de choix que ça finalement, donnez-leur l'essentiel et surtout mettez toutes les chances de votre côté. En les guidant du mieux possible, il y aura vraiment 2 ou 3 actions maximum. Il peut y avoir plein d'actions possibles lorsqu'on fait un site. Ça peut être évidemment de présenter son entreprise. Si vous êtes une boutique, évidemment, ça va être l'acte d'achat. Ça peut être la mise en contact comme la prise, les formulaires, vraiment la demande de devis gratuit, etc. Vraiment, effectivement, on peut avoir plus de 3 actions, mais il faut vraiment réfléchir à se limiter à 2-3 actions maxi et ça va vraiment aider à construire les pages en se disant à chaque fois que je mets une page en place, quelque part implicitement, cette page-là, elle doit amener vers l'une de ces actions-là. Donc pareil, j'ai regardé un petit peu autour, je me suis quelques sites. Donc là, on voit une e-boutique. C'est, une e-boutique en fait, Boule de Neige, qui est un éditeur de livres, une maison d'édition, avec plusieurs livres. Clairement, là, ces 2 actions principales, ça va être d'acheter. On va s'apercevoir que tout au long des pages, il y a toujours un petit peu cette, comment dire? Ce but de faire passer de l'acte d'achat, en fait, de faire acheter les clients et aussi de fédérer une communauté, c'est-à-dire, ils ont aussi de faire connaître la maison d'édition, etc. Donc, après, il peut y avoir une prise de contact, il peut y avoir d'autres actions, mais elles vont être beaucoup plus loin. Si les gens sont intéressés, ils les trouveront. Mais en tout cas, ce n'est pas les premières actions mises en avant. Une autre jeune artiste, ici Hélène, qui veut faire connaître sa musique aussi via son site et participer à ses concerts, faire la musique, etc. Elle, ses 3 actions principales, ça va être de 1, la faire connaître. Là, clairement, c'est sa carte de visite, c'est vraiment ce qui va la faire connaître au plus grand nombre. De la contacter en 2e, puisque elle, c'est important en tant qu'artiste d'être contactée aussi par les maisons, les studios, etc. Et de fédérer une communauté. Donc, toutes ces pages, c'est pareil, elles répondent à l'une de ces 3 actions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi intéressant de prendre en compte, de se dire, chaque fois que je construis une page, ça doit aussi servir le besoin. Heu, Qu'est-ce que j'attends de mes utilisateurs? Et implicitement, vous les aiderez aussi à trouver, directement, ce qu'ils veulent et à sauter le pas, facilement. Un autre exemple ici, c'est une assurance, quelque chose de très institutionnel. Eux, ça va être présenté. Donc on va s'apercevoir que chaque page qu'ils ont mis en place, là, on les revoit avec les petits logos, donc pareil, c'est assez petit, mais en gros, ce qui se cache derrière, c'est présenter l'assurance si j'ai besoin d'assurer ma voiture, présenter leur service si j'ai besoin d'assurer ma maison, etc. Donc il y a vraiment, ça sert à chaque fois, chaque page a une porte d'entrée différente sur telle ou telle recherche et action, et puis de les contacter pour un devis gratuit. C'est vraiment, eux, ils veulent entrer en contact avec les gens pour après les prendre par la main et les aider, les accompagner, les faire convertir. Donc il y a des boutons d'action et il y a aussi toute cette stratégie-là qui est derrière les pages. Donc c'est bien de se limiter. Donc ça, ce sont pour les actions. Donc sur un site internet, en fait, qui dit expérience utilisateur et qui dit construction de site, dit forcément navigation. C'est l'un des points, vous ne pouvez pas passer outre. Et surtout, quand on ne connaît pas, il faut vraiment se poser la question de la navigation. Pourquoi? Parce que la navigation, elle a vraiment 2 rôles. Un rôle pour vos utilisateurs de naviguer naturellement et intuitivement sur vos pages, c'est sûr, mais aussi à vous de mettre en avant des services et vraiment de dire aux visiteurs, en fait, ce que vous attendez de lui et vous allez, pareil, vous épauler de la même manière. Donc, on conseille d'avoir une navigation assez simple et intuitive, donc de 5 à 7 onglets maximum.
des titres intuitifs plutôt que d'avoir voilà, des choses génériques. Essayez aussi de détailler de plus en plus les titres de vos pages pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Et puis, voilà, si vous avez plus de pages ou si vous voulez vraiment mettre des choses en avant, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur des images cliquables ou alors des liens. On voit qu'avec Jimdo, c'est très facile hein, de ajouter des pages, de les mettre en sous-menu de navigation, etc. Donc, c'est pareil, ça peut être interchangé au fur et à mesure de la stratégie, mais il ne faut pas hésiter vraiment à réfléchir à ça en amont. Moi, je travaille avec des post-it. Ce que je vous conseille, c'est vraiment voilà, des post-it sur une fenêtre et d'essayer d'organiser un petit peu ça, qu'il y ait un cheminement le plus clair possible et surtout mettre bien en avant ce que vous voulez mettre en avant à l'instant T. Si vous êtes une boutique, ça peut être aussi une page spéciale avec les produits que vous voulez mettre en avant ce mois-ci, etc. Ne pas hésiter du tout à vous aider avec ça. Donc là, j'avais l'exemple, par exemple, de massage Dovile.fr, donc Dovital. Elle a fait sa petite veille concurrentielle et elle s'est aperçue, sûrement par rapport à ses concurrents, que ce qui faisait la force de son salon de bien-être Deauville, c'est qu'elle proposait de l'aquabike, ce sport un petit peu en piscine à l'intérieur. Directement, elle va l'avoir mise dans sa navigation ici et elle va aussi amener le navigateur avec des icônes cliquables à accéder très rapidement à cette information-là. Elle va vraiment travailler ça, elle va venir soutenir sa navigation avec un bas de page où elle remet les liens en dessous et puis des images cliquables. On voit que sa navigation, elle n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onglets maximum. Par contre, toutes les sous-pages ou les autres choses, elle s'est appuyée de son bas de page. Ça, c'est une stratégie qui est possible. En tout cas, la navigation, il faut qu'elle reste claire, impactante sur une ligne. Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, là, c'est un chalet de montagne. De la même manière, une navigation qui est très simple, vraiment très épurée. Mais lui, il va se servir de liens dans le texte. Il va vraiment raconter au fur et à mesure de ses pages, il va décrire un petit peu son activité et pousser à la réservation, puisque lui, le but de la manœuvre, c'est que les gens réservent le chalet. Et tout au long de ses textes, il va mettre des liens bien placés vers des sous-pages qui ne sont pas du tout dans la navigation au départ, mais qui vont être très habilement amenés pour que l'utilisateur, après, accède donc à la réservation du chalet. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Donc, une fois que vous avez un petit peu réfléchi à votre navigation et aux besoins, c'est vraiment là, en fait, où le choix de la mise en page va vous servir aussi, va servir votre projet. Donc, la mise en page, elle peut être aussi multiple que voilà, Jimdo propose 50 mises en page, mais vous pouvez également faire la vôtre et beaucoup d'autres outils ou même des webmasters peuvent vraiment faire ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de réfléchir à une mise en page qui sert à la fois l'audience, comme on a vu tout à l'heure, si vous avez plusieurs portes d'entrée entre les prospects ou les visiteurs réguliers, et si vous avez après d'autres besoins qui sont l'achat, les boutiques, si vous avez une navigation qui est très longue, vous dites je ne peux pas faire autrement, j'ai 10 onglets. Du coup, 10 onglets de navigation, ça va être trop long pour les mettre à l'horizontale. Donc, choisir peut-être un design qui propose à la verticale. Ce sera peut-être plus simple de caser tous vos premiers niveaux de navigation sur une mise en page qui propose ce type de navigation. Pareil, est-ce que vous allez avoir besoin d'un fil d'Ariane? C'est-à-dire une navigation où, peu importe là où vous êtes dans le site, il y a quelque chose qui vous l'indique. On va le voir. Donc là, j'ai des petits exemples derrière. Là, par exemple, c'est un site optique. Là, clairement, le message, c'est très institutionnel, c'est beaucoup de texte parce qu'il a beaucoup de services. Donc, il a choisi un corps de site plutôt droit avec une navigation en haut très simple. Par contre, il avait beaucoup de pages de choses à mettre en amont. Donc, il a choisi une sidebar, c'est la zone de contenu qui se voit sur toutes les pages, en bas de page, voilà, pour placer d'autres éléments. À l'inverse, là, c'est un photographe. Lui, il lui fallait vraiment un corps de site très large avec un slider pour vraiment, vous voyez, c'est un header en diaporama pour vraiment montrer toutes les photos, etc. Donc, toutes les mises en page ne sont pas adaptées pour ce besoin-là. Là, vraiment, il fallait mettre en avant le visuel. Donc, il a réfléchi à une mise en page spécifique. Là, cette dame-là, c'est une maison d'hôte. Elle avait beaucoup de cibles différentes et notamment le multilingue. Donc, elle a choisi une mise en page qui vraiment avait 2 niveaux de navigation. Un premier niveau de navigation horizontal ici, et puis les sous-pages après verticales. Donc, il y a vraiment une petite réflexion que vous pouvez avoir après. Rien n'est figé. Si vous voulez rechanger le modèle après, il n'y a aucun problème, c'est interchangeable. Mais en tout cas, il y a une petite réflexion voilà, à faire au départ là-dessus. Et ici, une e-boutique qui, pour le coup, avait besoin vraiment d'une mise en page pour mettre en avant le contact avec l'utilisateur et surtout ce qu'on appelle le capital confiance.
aider les gens à passer à l'acte d'achat, bah, il a choisi une mise en page avec la sidebar, cette zone fixe sur le côté où il a pu mettre le numéro de téléphone, les slogans, enfin les logos des partenaires, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche, absolument tout. Donc, si vous avez choisi votre mise en page, de la même manière qu'il y a une petite réflexion derrière, il faut aussi réfléchir raisonnablement à la sélection du matériel. Quand je vous disais tout à l'heure mettre en avant un petit dossier avec vos éléments, vos photos, vos textes, vos descriptions, attention, c'est toujours ce qu'on dit, qui peut le plus peut le moins. Et parfois, ça ne sert à rien de noyer l'utilisateur. On a des gens, surtout lorsqu'on se lance tout seul et qu'on ne sait pas, on a un peu envie de tout mettre pour être sûr que les gens trouvent au moins qu'on n'ait rien oublié et que les gens trouvent tout ce qu'il faut. Ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Il faut vraiment sélectionner aussi son matériel et que chaque chose, chaque élément que vous allez mettre sur vos pages serve vraiment une cause bien précise, c'est-à-dire répondre à l'action que vous voulez mettre en avant, répondre au capital confiance si vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de professionnel, de sérieux. Il faut vraiment seulement mettre l'indispensable. Par exemple, si vous, c'est la prise de contact et que vous voulez vraiment mettre un lien avec votre visiteur, privilégier, ça va être les formulaires de contact ou alors seulement les petits widgets de ce qu'on appelle des widgets, des petits outils de chat. Voilà, pas la peine là de mettre, parfois on voit les gens veulent tout mettre, à la fois la météo et puis à la fois un comptoir de visite et puis à la fois des vidéos, des images. On est un peu noyé, on ne sait pas trop faire le tri et finalement les gens sont détournés du message principal. Donc là, c'est important. Si vous êtes une e-boutique, bah, privilégiez ce qui va faire que les gens vont passer à l'acte d'achat. Donc les boutons d'action ou alors voilà, les logos des partenaires. Il faut vraiment chaque chose va servir bien évidemment quelque chose. Et enfin, si vous n'êtes pas sûr pour cette première partie, pour se mettre à la place de l'utilisateur, on a tous le droit à l'erreur, hein. Ce n'est pas du tout une science innée et par rapport à ce qu'on veut mettre, on a le droit d'y aller à tâtons. Ce qu'on conseille vraiment, vraiment, c'est ce qu'on appelle les tests utilisateurs. N'ayez pas peur de faire tester vos pages, de faire tester votre site internet, puisque vous le créez pour les gens extérieurs, donc il n'y a rien de mieux qu'un visiteur extérieur qui peut vraiment mettre en lumière les failles de votre site. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui marche très bien, qui ne demande pas forcément un effort démesuré. Il vous suffit juste de trouver quelques testeurs, donc pas forcément les bons copains ou le compagnon ou votre maman, mais c'est vraiment trouver des gens vraiment extérieurs, genre 4-5 personnes un peu détachées. Prenez 15 minutes avec ces personnes-là et réfléchissez par rapport aux actions que vous voulez mettre en avant. Réfléchissez à des petits scénarios. Mettez-les en conditions réelles d'achat. Si vous avez une e-boutique, dites, eh bien voilà, tu recherches tel article, dans quelle taille, etc. Comment tu peux facilement passer commande. Il y a vraiment 3 choses qui sont importantes à tester. Première chose, ça va être les besoins de votre visiteur. Comment il va trouver les horaires d'ouverture du magasin, comment il va trouver où vous contacter. Après, le deuxième point important, ça va être la raison d'être de votre site. Si vous êtes une e-boutique, faites tester le processus d'achat pour voir que tout est clair et tout est limpide jusqu'à l'acte d'achat finalement. Et puis, ou enfin, ce que vous pouvez faire tester aussi, c'est après tout ce qui consiste à passer à l'acte. Si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre newsletter, voilà, testez un petit peu comment les gens vont, pourquoi les gens iraient s'inscrire ou pas. Il y a des petites choses comme ça à mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps. Si vous voulez les détails, c'est pareil, dans la présentation, j'ai mis un lien. On avait fait un petit tutoriel simple pour réaliser des tests utilisateurs efficaces. Je vous recommande vraiment de mettre ça en place avec vos utilisateurs. Voilà. Ensuite, donc, une fois qu'on a l'utilisateur bien en tête, eh bien, il faut garder un petit peu de place aussi pour réfléchir comme un moteur de recherche. Dès le début, en fait, il y a des petites actions à mettre en place pour aider votre site à être indexé. En premier lieu, c'est ce que j'ai mis sur cette slide-là, c'est les textes. Puisque si vos visiteurs peuvent se repérer sur votre site et comprendre de quoi il est question via des images, des vidéos, des icônes, voilà, Google, les moteurs de recherche, il n'y a pas le choix, ils ont besoin d'avoir du texte. Donc, je sais, j'ai mis là 250 mots minimum. C'est bien entendu à ne pas prendre au pied de la lettre. On peut en mettre moins ou plus, mais en tout cas, c'est important qu'il y ait du contenu texte, puisque les robots indexeurs de Google vont bien entendu analyser le texte, prendre ce qu'ils comprennent pour placer votre site, l'indexer comme il faut. Donc, dans ces textes, il faut réfléchir évidemment à des mots-clés, des expressions. Ce qu'on conseille vraiment, la règle d'or, c'est une page par thématique.
Vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez, mais il faut vraiment que chaque page que vous mettez en place, ça serve une seule et même thématique, un seul et même besoin. Ça, c'est vraiment ce qui est important et que cette thématique-là, après, sur votre page, je vais l'expliquer après en image, mais que ce soit bien structuré. Avec Jimdo, vous avez un élément, mais c'est pareil sur les autres outils, un élément titre. Titre 1, titre 2, titre 3. Vous pouvez choisir de placer ces liens-là. Ce n'est pas juste une histoire de taille et de police, c'est surtout qu'il y a des balises derrière qui sont lisibles par les moteurs de recherche. Et donc, il faut vraiment, comme une copie que vous écririez à la main, avec un premier paragraphe, un titre, un sous-titre, il faut organiser vos pages toujours avec un titre 1 en début de page. Et dans ce titre 1, que vous expliquez clairement de quoi il est question sur la page. Ça, c'est super important, ça va vous aider dans ce titre 1, donc un mot-clé ou une expression. Si vous ne savez pas forcément quelle expression, quel mot-clé, si vous êtes un peu perdu, il y a des outils qui existent comme Google AdWords ou alors NeoCamino, qui est aussi une plateforme qui vous aide qui vous accompagne dans le référencement et à trouver vos mots-clés. Vous pouvez vous y aider, mais c'est vraiment important. Par exemple, je reviens sur notre amie Massage de Deauville. Là. Comme je vous le disais, elle, son point fort, ça va être l'aquabike. Elle l'a mis à la fois en amont dans la navigation et elle a aussi créé une page complète juste sur l'aquabike en cabine, avec un grand titre 1 où elle a remis aquabike en cabine. Elle aurait pu même remettre la localisation Deauville. Et puis en dessous, elle a vraiment ses textes, ses titres, elle a tout travaillé autour de cet aquabike-là. Elle a sûrement plein d'autres choses dans son salon, mais en tout cas, elle a vraiment consacré une page, une thématique à ce truc-là. Et donc, du coup, son référencement est très bon sur ces mots-clés-là et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, pareil, comme Aquabike ici, où on voit qu'elle a ses textes et ses titres, elle a aussi des photos. Les photos, ce n'est pas inutile, surtout pour les moteurs de recherche, vous avez la possibilité d'optimiser tous ces médias-là, que ce soit des vidéos, que ce soit des images. Vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des textes alternatifs ou alt attributs pour vraiment décrire l'image pour Google. Donc ça aussi, c'est important, ça va vous aider, ça va aider les moteurs de recherche aussi à indexer ces images-là et montrer que votre contenu est clair, cohérent avec ce que vous voulez mettre en place. Pareil, là j'ai mis, c'est une vidéo YouTube. Parfois, quand vous mettez vos vidéos sur votre site, vous avez la possibilité sur la plateforme YouTube aussi de mettre des descriptions. Ce n'est pas inutile, il faut le faire. Ça va aussi vous aider à mettre en amont, à mettre en avant, pardon, c'est ce choix de vidéo-là. Donc, les textes sont importants, les médias sont importants aussi, et le maillage interne et externe, c'est-à-dire le fait de placer des liens stratégiquement sur votre site internet pour aider les gens à naviguer sur votre site d'une page à une autre, pas seulement via la navigation, mais aussi au sein même des tags, des titres, etc. Et puis, aider aussi votre site à être entouré, à être pas être tout seul aussi avec des liens externes qui vont pousser le référencement. Donc, ça peut être derrière texte et image dit, ça peut être des échanges de liens avec des partenaires intéressants. Pas la peine de mettre des liens n'importe où sur des annuaires, tout ça, ça ne marche plus. Par contre, si l'échange de liens est intéressant, vous avez un partenaire avec qui vous travaillez, vous placez tous les deux un lien vers vos deux sites correspondants, ça fonctionne. Les emailing aussi, hein, si vous avez la newsletter aussi, remettre, si vous envoyez des mailings, mettre le lien vers votre site derrière. Et puis, bien évidemment, les réseaux sociaux, une page Facebook, Twitter, etc. Essayez de placer des liens. L'union fait la force. C'est comme ça que vous allez un petit peu réussir à faire un maillage. Donc là, j'avais un exemple, on pourra le voir en plus gros après si on a du temps. C'était un site que j'avais fait, un salon de thé bateau Jimdo lors d'un webinaire, justement. Il s'appelait Blue Teapot. J'ai fait un grand titre en disant que c'était un salon de thé à Hambourg. J'ai mis un peu de texte, un peu de photos. J'ai alterné les deux. J'ai placé des liens au sein des titres et derrière les images. Et j'ai mis les réseaux sociaux. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un site plutôt test. Et il a été indexé très vite par les moteurs de recherche. Quand on tape salon de thé à Hambourg, on va trouver mon site test qui est quasiment vide dès la première page. Tout ça parce qu'il a bien été structuré avec des mots-clés forts, avec la localité qui a vraiment été mise en avant aussi dès le titre 1, et c'est des choses qui fonctionnent. Le maillage interne, là, je l'ai expliqué sur cette slide-là, c'est vraiment pour vous montrer que voilà, l'union fait la force, votre site, il n'est pas isolé, il n'est pas tout seul, et il faut aussi mettre des liens vers d'autres sites. Donc là, j'écris des articles chez un partenaire qui a mis un lien vers Jimdo, notre page Facebook évidemment. On organise des événements Web Marketing Days, on est présent avec le logo. Et donc, en fait, on va tisser une toile autour de notre site. Il n'est pas tout seul. Et ça aussi, ça va aider à le prendre en compte. Donc, ça peut être, on peut se dire, voilà, c'est plein de choses à faire. Mais en fait, non, quand on commence dès la création de site,
petit à petit, c'est vraiment quelque chose qui va être pris en compte au fur et à mesure et qui fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Donc ça, c'était pour, l'optimisation et la dernière chose, si vous êtes utilisateur, Jimdo, bah, là, je vous en parlais, on voit quand on tape salon de thé à Hambourg, on voit qu'en troisième résultat, il y a ce test-là, tout bête, salon de thé, Jimdo que j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'il a été bien, bien optimisé et surtout, j'ai rempli aussi ce qu'on appelle les champs SEO, les champs descriptifs. Sur les sites Jimdo, vous avez la possibilité pour chaque page de votre site, lorsque vous le créez, de remplir des champs, pour pouvoir mettre exactement le titre de la page et le descriptif. Ce que j'ai écrit ici, en fait, c'est ce qui se retrouve après sur Google, la petite description ici. Ça va aider les moteurs de recherche à comprendre. Ils vont passer par là en disant très bien, on m'explique que c'est un salon de thé et que je peux trouver ça à l'intérieur du site. Et après, quand il va se rendre sur les pages, il va retrouver cette structure-là et ça va être indexé beaucoup plus facilement. Donc voilà pour ce qui est de l'optimisation. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que lorsqu'on démarre un site internet, parfois on est un peu, c'est pas de la naïveté, mais en tout cas, on a un peu l'impatience de se dire mon site, il doit vraiment être pris en compte tout de suite. Maintenant, je l'ai mis sur internet, il va me ramener des clients et ça va marcher comme ça. Le problème, c'est que si vous avez besoin de votre site pour vous apporter de la clientèle, au début, eh bien, votre site lui-même, il a aussi besoin de vous pour apporter du trafic. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que au début, vous avez vraiment besoin de dire au monde que votre site il existe par plusieurs petites choses, par le bouche à oreille, remettre l'adresse sur les cartes de visite, les brochures, etc. Organiser des salons, éventuellement avoir de la presse. Ça, c'est quelque chose qui est important pour déclencher ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Au début, voilà, plus vous allez avoir du trafic que vous avez généré vous physiquement, voilà, en disant aux gens allez voir mon site, etc. En créant des petits liens aussi, des portes d'entrée vers votre site via différents vecteurs, comme on l'a vu. Ça va vraiment être quelque chose d'important. Google va très vite s'intéresser à votre site en disant bon, bah, il y a de l'activité, il y a du monde qui va dessus, ça a l'air intéressant, j'y vais aussi. Et donc, ça, c'est une première chose. Il y a un petit peu de patience à faire. Et la deuxième chose aussi, c'est une mise à jour régulière. C'est pour ça que je vous disais, quand vous sélectionnez votre matériel, c'est pas grave de ne pas tout mettre au début. C'est limite un peu mieux d'y aller au fur et à mesure, de changer un petit peu le contenu, de le renouveler, de mettre d'autres photos, etc. Puisque l'activité sur votre site va énormément compter. Un site n'a pas pour but d'être statique, d'être figé. Et voilà, vous pouvez vous aider de construire un blog avec des articles. Donc ça, c'est pareil, ça peut faire l'objet d'un webinaire, mais c'est quelque chose qui fonctionne super bien, de mettre régulièrement des petits articles nouveaux. Ça peut être la saisonnalité, voilà, c'est bientôt Noël, donc booster un petit peu le référencement de votre site en mettant des produits cadeaux, des, des soldes, de changer pas forcément le design, ça suffit pas, mais faire des articles de blog autour des calendriers de l'Avent, faire des jeux concours, voilà, montrer qu'il y a de la vie derrière. Déjà, ça va rassurer votre utilisateur de voir que ça bouge tout le temps et que c'est pas quelque chose de mort et figé. Et en plus, ça va aussi aider l'entretien du site, les moteurs de recherche à voir que c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais voir avec vous. Voilà vraiment pour les 3 points hyper importants, c'est-à-dire se mettre à la place de ses visiteurs, lui permettre de réaliser un site cohérent et sympa à naviguer et clair et intuitif. Pensez à son référencement avec voilà, des petites choses, pas de blabla pour du blabla, mais mettez vraiment des textes intéressants pour les visiteurs. Souvent, ça va de pair, visiteurs et moteurs de recherche. Si c'est intéressant pour le visiteur, ça sera aussi intéressant pour les moteurs de recherche et ça va se faire automatiquement. Après, il y a juste une petite logique derrière de se dire comment je structure. Voilà, un titre 1 sur chaque page, c'est important. Une page par thématique, c'est important. Quelques petits liens bien placés. Les textes alternatifs derrière les images, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc voilà, ça c'était pour la partie exposé, donc ça a duré vraiment 30 minutes. Est-ce que, donc je vais rejoindre Jérémy, puisque ce que je trouve super intéressant, c'est de voir un petit peu en direct aussi comment mettre ça en place. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer un petit peu pour qu'on regarde leur site, qu'on analyse un petit peu ensemble de quoi il est question? Ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Pour ceux qui n'auraient pas envie de faire partie de l'exercice, il ne faut pas hésiter non plus, même après, à nous envoyer des questions.